great pleasure for me to be here. We will talk about the challenges of research in low and middle income countries, and I will make the case for Latin America, that is my region. So, Latin America and the Caribbean currently have over 609 million inhabitants, based on the latest United Nations estimates, which is equivalent to 8.3% of the total world population. And South America accounts for 66% of the population in the region, with over 439 million people. So most of us live in urban settings, and the median age in the region is 30 years. And economically, the region faces some challenges, some as major inequalities and political instability. I'm just giving you a very, in a nutshell, the picture, the landscape of the region and the health situation in the region, so that we can then focus on clinical research, on research more broadly. So Latin America presents a compelling landscape for clinical research. A growing population with diverse ethnicities offer a very valuable resource for understanding the impact of medications and treatments across different genetic backgrounds. So Latin America has a high density, large, ethnic and genetically diverse population with a great potential for patient recruitment, as there is usually a very high willingness to accept participation in clinical trials, as it most in general, it comes with better quality of care. So the region has seen significant progress in health, leading to improved health outcomes for many citizens. According to the WHO, these important advances are reflected in the indicators such as the increase in life expectancy in countries such as Chile, Colombia, Costa Rica, and Cuba, with an average lifespan of 80 years for the first and 79 years for the others mentioned. In addition to the increased life expectancy, Latin America is experiencing a shift in mortality patterns with non-communicable chronic diseases, such as cardiovascular diseases, diabetes, and cancer, surpassing infectious diseases as the leading cause of death. So this Salerbo project, which has compiled and harmonized health, social, and physical environment data on 363 cities in 9 Latin American countries, identified that despite considerable variability in proportionate mortality death in the region, cardiovascular diseases and non-communicable diseases represent a disproportional burden of mortality causes across countries. The region has seen another positive development, that is a gradual improvement in health service coverage over the 2 decades prior to the COVID-19 pandemic. In 2019, 77% of the population had health coverage compared to 65% back in the year 2000. But it is the world's most unequal region. And these gains were not for all, with a third of people continuing to face major barriers to access care. And the health workforce remained understaffed to meet demand, and difficulties persisted in accessing medicines and other technologies, despite improvements in state regulation and surveillance. Besides healthcare access, Latin American people face another burden: quality of the care that is provided, as well evidenced by a recent research named People's Voice Survey, PVS, a multinational collaborative effort gauging user and non-user perspectives on health systems. This survey revealed significant disparities in quality across and within the 4 country studies that were Colombia, Mexico, Peru, and Uruguay. Despite high access rates, only a third of respondents reported having a high quality source of care.
this disparity is even more concern for mental health needs, where just 25% received adequate care. Furthermore, access to preventable checkups varied considerably within each country, with an upward gradient from those without a usual source through government, social security, and the private sector. We must not forget to mention the impact of the COVID-19 pandemic in the region. It was a major impact. So the pandemic resulted in very worrisome mortality rates, overwhelming existing healthcare infrastructure capacity. This phenomenon exacerbated pre-existing socioeconomic disparities, disproportionately affecting vulnerable populations with limited access to healthcare services. And the pandemic set that progress and revealed that health systems remain highly fragile and susceptible. So health systems in Latin America faced challenges in maintaining routine care during the COVID-19 pandemic. And we had major disparities as well in coverage for vaccines in children mostly. And disruptions in healthcare also triggered a backlog in preventive screenings and treatment for non-communicable diseases. So we saw major setbacks in HIV treatment, in tuberculosis care. Nevertheless, the region provided a great scenario for developing research, especially vaccine research during the COVID-19 pandemic. So in summary, despite progress in some areas, Latin America faces significant health gaps that hinder overall well-being, and very limited investment in large-scale health programs and the lack of universal access coverage create major barriers to accessing necessary care. And so the fragmented and insufficient nature of many health systems further exacerbates these issues. So access to advanced tools like molecular and genomic testing and cutting-edge medication remains very restricted. And the scarcity of reliable data on health outcomes and the lack of robust clinical trials hinder targeted interventions and improvements in healthcare. So I'm talking all of this to come into the clinical trials and the research scenario in the region. So Latin American existing health challenges further complicate clinical research efforts, creating a less than ideal scenario for advancements in this field. So clinical research is heavily skewed toward high-income countries, as you know, with disproportionately fewer studies conducted in and relevant to the problems in low and middle income countries, and Latin America and Caribbean in special, as we only represent 3.7% of clinical trials conducted globally. Importantly, trial results conducted in high-income settings are not necessarily generalizable across populations and country contexts. For example, in the HIV field, the systematic analysis assessing participant diversity in industry-sponsored HIV studies revealed that geographic diversity was lacking, as the majority of the studies were in the US, despite 75% of people living with HIV are in Africa and Southeast Asia. Within Latin America, there is also an unequal distribution of clinical trials among countries, with a concentration in Brazil, Mexico, and Argentina. Most countries in Latin America and the Caribbean invest less than the minimum 6% of the gross domestic product in health overall, and allocate less than 30% of the health budget to the first level of care as recommended by PAHO. So this directly implies in the cost spent in research and development. So the investment in research and development is highly insufficient. Emerging economies struggle to commit sufficient funding for research relative to their gross domestic product. For example,
Countries such as Japan, Great Britain, and the US invest almost 3% of their gross domestic product into research, while in contrast, most Latin American countries invest less than 1% of their GDP. And whenever we need to cut, research funds are cut first. The lack of regional investment hampers drug development in these nations and poses the major challenge in developing tailored treatment strategies based on local epidemiological data. And this lack of funding hampers scientific progress, with only the most successful researchers securing external funding. So investigators must go through processes to reach grants through programs offered by international organizations or by the pharmaceutical industry. In these competitive and very unequal programs, investigators from Latin America and the Caribbean regions compete with investigators across the world, which limits our chances of being chosen. The very low level of investment in clinical research is a significant barrier to local initiatives investigating tailored strategies in Latin American countries. So the recent economic crisis in the region has further exacerbated this limitation. This is particularly true in the more developed countries in the area, where local funding was previously available through government councils. And these limitations are often volatile and dependent on current government policies, and more recently hampered by political interference. And the lack of importance of science has been unfortunately seen in many of our countries, with governments not valuing science as a major value for us. So for instance, more than 80% of oncology trials in the region have been sponsored by pharmaceutical companies, highlighting the need for increased funding from government and private foundations. The funding distribution has a direct implication on the type of clinical trials conducted in the region, as foreign donors and sponsors largely dictate the research agenda because of the scarcity of local funding. Most governmental grants available in the region are insufficient to maintain competitive research endeavors. So additionally, scientists' salaries in the region are suboptimal, and medical doctors often prefer to pursue careers more focused on clinical practice than on research. These issues, combined with a long period of training, requirement of PhD for any kind of application. So even for small grants here, initial grants for career development, we all need to have PhD degrees to be able to apply for even very small and grants for career development. So these are bottlenecks to have a formal affiliation with public institutions. So for you to be able to get even a very preliminary grant in your career, you not only need to have a PhD degree, but you also need to be linked to a university or a research institution. So these are major bottlenecks to have a formal, to get a grant. And there is a continuous brain drain effect, since higher education is one of the principal conduits of permanent immigration. Despite a tight fiscal budget and limited financial incentives, a strong different strategy is needed in Latin America to not only train, but mostly retain academic talent and researchers. As a region where most countries speak Spanish or Portuguese, language is another major challenge to developing research in Latin America, with English as the dominant lingua americana of science. We can see in the slide that language coverage of the Web of Science, which annually indexes the publications in around 20,000 journals across all subject areas and all countries,
Planning and implementing research in a different language represents not only an important bottleneck, but also implies in cost with training, translation, and hiring people with more than one language. International research collaboration is crucial for countries in our region, while regional collaboration remains relatively limited. So out of 127,000 total collaborative papers in the literature, Brazil has 10,000 papers that include the regional co-author, but only 1/4 of these are authored solely within the region. So even when we have collaborations in our papers, first authors are not the majority from the region. So the United States is the most frequent collaborative partner in all Latin American countries, as it's generally across the board. Overall, the costs of acquiring published information from and of publishing in recognized journals are often prohibitive to researchers in Latin America, providing yet another major constraint to their scientific progress. Despite the progress of the open access movement, subscription to scientific journals has remained expensive. Many journals, including the most prestigious, maintain articles behind a paywall for long periods. Countries, particularly in Latin America, most frequently do not benefit from reductions in publishing costs, and usually neither the country nor the institution can collaborate or afford to meet the expense. So scientists depend on grants, and the cost of publication compete with personnel and operational costs in the management of a research program. Also, as a very important issue for our region, sexism in Latin America is structural and remains pervasive, affecting various aspects of society and significantly impacting research, leading to gender disparities in academic and scientific fields. Female researchers are often encounter biases, limited access to funding, and fewer opportunities compared to their male counterparts, which hinders the full potential of research contributions from women. In Latin America, also, community participation in research endeavors remains limited, and community-led research is almost none. Our example shows that a high engaged and motivated community education team is crucial to promoting health among key populations and successfully recruiting and engaging people at greatest risk of HIV infection, as it's our research line at my institution. So we have a very strong community education team, but this is not at all the reality for the majority of research groups. So as I mentioned, aware of this, our team developed an award-winning community engagement program that has been instrumental to the success of our HIV research initiative. Also, First Nations in Latin America, encompassing a diverse array of indigenous groups, face significant health barriers such as geographical isolation, poverty, and a lack of culturally appropriate healthcare services, which contribute to the higher incidences of malnutrition, infectious diseases, and maternal and infant mortality. Although these people often present poor health outcomes, clinical research focusing Latin America First Nations is very scarce, with almost no data, including their genetic, biological, social behavioral, and cultural diversity. Stigma and discrimination in general, including homophobia, represent significant roadblocks, not only to access health services, but also for research participation in the region. And the interplay of different forms of discrimination go beyond homophobia and transphobia to include race, ethnicity, and social class. All these forms of discrimination significantly hinder access to health services
and also to to research, as they reproduced discourse, media representations, and society at large. So access to clinical research is always much worse for the most vulnerable. So enhancing research capacity in developing countries is a global health priority. Latin American countries have been working hard in clinical research despite drawbacks and difficulties in funding, regulatory timelines, a skilled workforce, and well-trained study personnel. So as researchers and activists with an extremely important role in the generation of scientific knowledge, we must learn together from these experiences to continue to fill the gaps to guarantee human rights for all and contribute to the development of lives of our populations. Thank you very much. Thank you very much. So next, we receive Louise Fortes from Dakar in Senegal. Thank you very much. The floor is yours. Thanks a lot. Je pense que quand on pense à la recherche sur le VIH, on peut dire que c'est vraiment un succès en termes de un success story. Parce que au début, on était sur l'AZT et ensuite le traitement antirétroviral est venu aujourd'hui comme en ce qui concerne la prévention, et on a les traitements injectables, testés et traités. Maintenant, U égale U, et on se fixe comme objectif d'éliminer. Et je pense qu'on a pu faire tout ça, c'est vraiment grâce à la recherche clinique. Aujourd'hui, on s'est fixé comme objectif, c'est vraiment d'éliminer. Et on voit qu'au cours de ces dernières années, il y a une baisse importante du nombre de décès, du nombre de personnes vivant avec le VIH. Et on est finalement à 29,8 millions de personnes qui sont sous traitement antirétroviral. Et grâce à ce traitement antirétroviral, grâce à la recherche clinique, il y a 20,8 millions de décès qui ont été évités. Finalement, en ce qui concerne l'Afrique, l'Afrique, c'est l'épicentre de l'épidémie du VIH. L'Afrique, c'est 66% des personnes qui sont infectées par le VIH, c'est 51% des décès, et également c'est 51% des nouveaux cas et 60% des personnes qui sont décédées de l'infection à VIH. Pour dire que vraiment cet objectif d'éliminer le VIH ne pourrait pas se faire sans l'Afrique. L'Afrique, oui, pour atteindre en tout cas les derniers pourcents qui nous restent, pour les 3,95, cela ne pourrait se faire sans l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est 2/3 des personnes vivant avec le VIH. La particularité de l'Afrique, c'est plusieurs sous-types, A, C, D. La particularité de l'Afrique, on a beaucoup parlé tout à l'heure des déterminants sociaux, des facteurs de vulnérabilité. C'est tous les facteurs sociaux, la pauvreté, l'inégalité, la violence, la discrimination, la stigmatisation. Et donc, il faudrait que l'Afrique puisse jouer entièrement son rôle en ce qui concerne la recherche clinique. Et en faisant la revue bibliographique, je suis tombée sur cet article scientifique qui a fait une revue de la littérature sur les recherches qui sont effectuées sur le VIH. Donc, c'est de 2010 à 2017, 68 000 articles. Et finalement, quelle est la part de l'Afrique dans cette recherche en ce qui concerne le VIH? On se retrouve avec 21%. Donc, 21% des études qui sont faites pour cette année, 21% c'est en Afrique. Et quand on parle de l'Afrique, c'est en plus l'Afrique du Sud avec 41%. On peut le voir, l'Afrique subsaharienne, on est à 18%. Dans ce même article, on voit que finalement, 75% et à 93% des publications, c'est dans le cadre d'une collaboration internationale. Collaboration internationale, donc on a les États-Unis qui viennent au milieu, avec tous les autres pays anglophones, UK. Et quand on regarde la France, on va voir que la France va faire le link avec les pays d'Afrique de l'Ouest, que ce soit la Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Et finalement, les premiers auteurs dans ces différentes publications, c'est 30 à 36% des publications.
quand on s'intéresse aussi au sujet de recherche en ce qui concerne l'Afrique, ce qu'on constate que la plupart des études qui y sont menées, c'est des études de santé publique. Ce sont des études de santé publique, des facteurs de risque, que ce soit de l'épidémiologie, des drug therapy. J'ai envie de dire, ce matin, on a entendu des communications sur tout ce qui est éradication, les aspects purement immunologiques, d'éradication. Peu d'études sont menées véritablement en Afrique. Et ici, c'est une revue aussi. Finalement, les essais cliniques qui demandent encore un niveau de preuve et des exigences sur le plan méthodologique beaucoup plus compliqués. Finalement, 20 à 30% des essais cliniques sont menés dans les pays à ressources limitées et on est à 10% en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne. Donc, on voit véritablement qu'il existe, en tout cas, l'Afrique occupe une place négligeable dans la recherche clinique en ce qui concerne le VIH et pourtant, nous avons 2/3 des personnes infectées par le VIH qui vivent en Afrique et on s'est fixé comme objectif d'éliminer le VIH. Finalement, quelles sont les barrières qui expliquent cette situation? Et quand j'ai reçu la question, je me suis dit, en me basant déjà sur ma propre expérience, sur la recherche bibliographique, je me suis dit, tiens, je vais lancer une enquête à travers les réseaux de praticiens travaillant dans le domaine du VIH africain et de voir quels sont leurs avis par rapport aux challenges, par rapport aux défis à relever en ce qui concerne la recherche clinique. Et je pense que ça, c'est la magie de l'Internet. Hein. Franchement, en moins d'un mois, finalement, j'ai eu 358 réponses. 358 personnes. Je remercie tous les réseaux, tous les collègues qui ont partagé l'AFRAVI, RESAPSI, la Société africaine de pathologie infectieuse. 358, peut-être c'est parce qu'il y a un biais de sélection, je suis francophone. J'ai essayé de traduire l'anglais, mais c'était un peu difficile. Et on voit que finalement, ce qui ont répondu, c'est beaucoup plus l'Afrique de l'Ouest. Et également, c'était l'Afrique centrale qui ont répondu. Et c'était assez facile. C'était des questions, voilà, est-ce que vous êtes d'accord, pas du tout d'accord? Et on va voir ce qu'ils vont dire. Et je pense que les avis, on va voir. Donc, le premier obstacle, et je pense que le nerf de la guerre pour la recherche clinique, c'est le défaut de financement. Le défaut de financement en Afrique, c'est limité. Normalement, dans le PIB, on doit au moins avoir 1% du PIB qui est dévolu à la recherche. Et finalement, peu de pays en tout cas, arrivent à dépenser 1%. Et on voit donc dans les réponses, hein, ceux qui sont d'accord, ils sont 61%. Ce n'est pas étonnant. Finalement, quand on regarde globalement la part du PIB qui est dédiée à la recherche et au développement, on est passé de 1,6 à 1,9. Donc, 70% des pays dépensent moins de 1%. En Afrique, on est à 0,42. Vous avez vu pour l'Afrique, par rapport aux autres. Et donc, on voit, par exemple, quand on compare les pays d'Europe, l'Amérique, on est à 3% de dépenses en ce qui concerne la recherche. Et finalement, on peut se poser la question, mais pourquoi les pays africains n'arrivent pas à dépenser 1% de leur PIB dans la recherche? Parce que je pense que les pays africains, déjà, ils ont d'autres challenges. Ils ont la problématique de la santé. Ils préfèrent dépenser dans la santé, dans l'éducation. Et que quand on fait de la recherche, les effets directs ne sont pas visibles immédiatement. Peut-être que parce que nous, les Africains, aussi les chercheurs africains, on doit vraiment améliorer le leadership et qu'on a des programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose, le malaria. Et on voit que dans les programmes nationaux, parfois, cet aspect recherche, quand même, occupe une place négligeable. Et parmi les questions, il y avait une question ouverte. Il y en a qui disaient que même quand les fonds sont disponibles pour la recherche, les formalités sont tellement compliquées que finalement, ils n'arrivent même pas à accéder à ces financements. Et je pense qu'également, il y a un défaut de promoteur au niveau local, mais également au niveau privé.
les grants. Il y avait une question sur est-ce qu'ils pensent que la soumission aux grants, c'est compliqué et c'est inconnu. On sait que soumissionner à un grant, vraiment, il faut parfois de l'expérience et que la soumission à ces procédures de financement sont spécifiques à chaque donneur. Et finalement, la conséquence, c'est que les chercheurs ont du mal, en tout cas, à pouvoir bénéficier de ces fonds. Est-ce que c'est inconnu? Bon, on a l'impression que 25% disent que voilà, finalement, ce n'est pas inconnu, on sait, mais peut-être que l'un des freins, c'est toute la procédure de pouvoir soumissionner à ces offres de financement. Et pour pouvoir soumissionner à ces offres de financement, je pense qu'il faut parfois s'inscrire dans un consortium ou bien avec d'autres acteurs qui sont déjà dans la recherche. Ensuite, le manque de collaboration. Cette collaboration, elle est importante, qu'il s'agisse d'une collaboration au niveau international, qu'il s'agisse d'une collaboration interinstitutionnelle, et que parfois, ce qui fait qu'ils ont des difficultés à accéder aux fonds, mais également l'un des points négatifs, c'est que parfois, en tant qu'on est tous à la recherche de partenaires au niveau international, alors qu'on gagnerait aussi à améliorer la collaboration même au niveau africain. Et quand on regarde ici, les jeunes chercheurs aussi disent qu'il y a vraiment du mal parfois à intégrer les groupes de recherche. Et là, j'ai mis l'exemple de la cohorte ID qui concentre plus de 44 pays. Le problème des ressources humaines. Les ressources humaines, finalement, le cut-off, c'est 1000 chercheurs par million d'habitants. En ce qui concerne l'Afrique, on est à 96. L'Afrique du Nord, on est encore mieux, on est à 760, alors qu'en Amérique, on est à 4500. Donc, il y a un véritable problème dans la disponibilité de personnel qualifié pour faire de la recherche. Et c'est toutes les personnes, qu'il s'agisse aussi bien de médecins, de techniciens, d'épidémiologistes. Et parfois, on a du mal à avoir, en tout cas, toutes des équipes de chercheurs des chercheurs qui ont vraiment des capacités à mener de la recherche. Et parfois, quand il y en a qui ont été formés, qui ont une bonne compétence, et il arrive qu'ils aillent rejoindre d'autres équipes parce qu'il y a beaucoup plus d'avantages et beaucoup plus d'opportunités. Et ici, il y a également le problème du mentoring, le mentoring des jeunes chercheurs. Et quand on regarde ici dans cette enquête qui a été faite en Afrique, le pourcentage de jeunes chercheurs qui indiquent n'avoir jamais reçu de mentoring, on regarde qui disent qu'ils n'ont jamais reçu de mentoring dans 65%, aussi bien pour la recherche de fonds, pour leur carrière, pour être introduits dans les groupes de recherche. Finalement, peut-être les seuls supports qu'ils ont eus, c'est dans la méthodologie, dans la présentation des résultats et dans la rédaction. Donc, il se pose également un problème de mentoring et de support, d'accompagnement des jeunes chercheurs. Sur le plan également organisationnel, il se pose un problème dans la disponibilité d'une équipe. En général, les équipes de recherche, ils vont venir après peut-être le financement, l'obtention du financement, alors que l'idéal aurait été qu'on ait des groupes de recherche qui soient du début à la fin dans l'implémentation des projets de recherche, donc 40% sont d'accord. Ils pensent aussi que dans 45% que la rémunération des équipes de recherche elle est faible. La réponse est oui et non, parce que aussi parfois dans les équipes, dans la recherche, il y a le pourcentage qui est consacré à la recherche avec le déficit de personnel et que quand une recherche est là, parfois elle ne peut pas se substituer totalement au système sanitaire par rapport à la rémunération en ce qui concerne la recherche. Et ensuite, il y a les longues procédures pour l'obtention des procédures sur le plan éthique. En ce qui concerne également sur le plan organisationnel et logistique, parfois dans plusieurs pays, il se pose un problème également de disponibilité par rapport au plateau technique. Donc, cette difficulté de plateau technique fait qu'il existe un problème à pouvoir conduire des études de haute facture en ce qui concerne la recherche clinique.
un problème également dans la disponibilité des bases de données, le déficit également d'instituts de recherche. Parfois, on va voir c'est 1 ou 2 ou 3 instituts de recherche, mais également parfois un environnement, en tout cas scientifique, qui favorise cette recherche clinique. Le manque de support également institutionnel. Ce manque de support institutionnel, ça peut être sur le plan universitaire, ça peut être sur le plan hospitalier, parfois le défaut de motivation, le problème également dans le recrutement des patients, la stigmatisation, la discrimination, l'isolement, l'enclavement, mais également l'instabilité sociopolitique en ce qui concerne l'Afrique. Et juste avant de conclure, je suis tombée sur en faisant la recherche, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est un article scientifique qui a été publié par le promoteur, par un promoteur qui revient finalement, après avoir gravé tous les échelons, on a déposé le proposal, on a obtenu un financement. Finalement, dans l'implémentation même de la recherche clinique, on peut être confronté à plusieurs challenges. Et donc, c'est un article, c'est un essai clinique de phase 2A, où ils évaluaient l'introduction de la clofazimine pour la prise en charge de la cryptosporidiose. Et ils vont revenir sur à différents stades de la mise en place de cet essai clinique, tous les challenges auxquels ils ont été confrontés. Donc, première étape, déjà, c'était dans les contrats, les contrats d'initiation, l'assurance, la mise en place de l'équipe médicale. Donc, une période extrêmement longue pour pouvoir mettre en place toutes les procédures juste pour faire mettre en place l'assurance, parce que c'était un essai clinique. Donc, pour pouvoir avoir l'assurance pour mener cet essai clinique, c'était assez compliqué. Ensuite, pour le staff, vu qu'il n'y a pas de staff dédié à la recherche clinique, donc il faut rechercher le personnel pour y travailler et ensuite cela prend tout un processus et parfois le staff il peut ne même pas être disponible parce que lorsqu'il est disponible, ils sont déjà impliqués dans d'autres recherches cliniques. Ensuite, deuxième aspect, lorsqu'on met en place nos études, on propose dans le protocole, voici les critères d'inclusion, les critères de non-inclusion. Mais après, une fois que l'étude doit mettre en place, on se rend compte que finalement, dans les critères d'inclusion et de non-inclusion, il y a des paramètres qui n'ont pas été pris en compte et ceci va allonger également la durée de l'étude et de l'enrôlement. On part sur des périodes d'inclusion d'1 année et on se retrouve parfois avec des périodes d'inclusion de 2 ans. Et dans l'implémentation, qu'il s'agisse d'acquisition de matériel, de mise en place du système de randomisation, de l'analyse des données, même parfois la disponibilité de l'Internet, ce qui a posé en tout cas problème dans l'implémentation de cet essai clinique. Et ensuite, pour terminer, tous les aspects en rapport avec les croyances, lors de mise en place des prélèvements de sang, la supplémentation. Et j'ai envie de dire que peut-être cette enquête qui a été faite auprès du personnel, des personnels chercheurs africains pour voir quels sont les challenges, il serait intéressant de mener la même étude auprès des bailleurs, pour voir à leur niveau quelles sont les barrières qui expliquent en fait qu'ils ont parfois du mal également à financer la recherche clinique dans les pays africains. Donc, il y a beaucoup de challenges pour conduire la recherche clinique en Afrique. Nous sommes tous d'accord, c'est d'augmenter le budget qui est alloué à la recherche, soit au niveau local, mais également que les chercheurs soient capacités à capter les fonds au niveau international. Cela passera bien évidemment par la formation du personnel, mais surtout insister sur le mentoring, favoriser également cette collaboration entre instituts, que ce soit au niveau local, au niveau pays et ensuite au niveau international, et ensuite renforcer le leadership des chercheurs africains. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On va passer à la troisième présentation de David Monnier et de Feravin Feng. Merci de nous donner l'opportunité de parler de l'Asie et des challenges de la recherche clinique en Asie. Donc moi, je suis le docteur Mosti Émilie, je suis expert technique international sur le site ANRS Cambodge. Je suis infectiologue et je suis également chercheur au CESTIM à Marseille. Et j'ai le plaisir d'avoir construit cette présentation avec le docteur Feravin qui va se présenter. Bonjour, je suis Feravin. Actuellement, je travaille à l'Université des sciences de santé
comme chef de l'unité de Grant Management Unit. J'ai eu mon PhD en épidémiologie. Je viens de terminer il y a un an et grâce à l'ANRS, je suis là et continue mon parcours comme chercheur au Cambodge. Merci beaucoup. Voilà, c'est un pur produit de l'ANRS, puisqu'elle a eu une allocation ANRS, elle a fait son PhD avec Laurence Meyer et elle continue la recherche donc, au Cambodge. Mais l'idée en fait, c'était de vous présenter un focus sur l'Asie et d'être très complémentaire sur les deux présentations précédentes et de parler un petit peu concrètement en fait de qu'est-ce qui se passe. Ce qu'il faut savoir en fait sur l'Asie du Sud-Est, on dit en fait au Cambodge same but different. Et vous allez voir pourquoi. Alors, donc hop, on va voilà. Il ne répond pas à mes ordres. Ah voilà. Donc si on prend l'exemple en fait de l'hépatite C, qui est vraiment la problématique mondiale, et qu'on regarde un petit peu dans les low and middle income countries, qu'est-ce qu'on va retrouver de façon générale dans les barrières en fait au traitement, à l'élimination? On va trouver en fait des structures de soins qui sont parfois un petit peu inadéquates, avec un manque de ressources, un manque de financement en fait des gouvernements sur la question des hépatites, et puis des patients qui sont asymptomatiques, qui ne connaissent pas la maladie et qui du coup ne vont pas se faire dépister. On est sur des pathologies qui sont quand même complexes, qui nécessitent des dépistages. Quand il y a des cancers, il faut quand même faire des dépistages avec des imageries et qui mettent en avant ce problème structurel. Alors, sur le VIH, au Cambodge, on a plutôt des bons résultats. En Asie, globalement, les programmes VIH marchent bien, fonctionnent bien, mais on a encore ce gap sur le premier pourcentage avec une épidémie qui est concentrée sur les populations vulnérables et qui est active, et qui nécessite encore de designer en fait des interventions qui sont spécifiques et avec des populations qui évoluent, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Là, par exemple, au Cambodge, on a une augmentation en fait des travailleurs du sexe men cisgenres et qui nécessite de continuer en fait les investigations sur ces populations-là. Donc, comme je vous le disais, same different. En Asie du Sud-Est, on a globalement une même épidémiologie avec beaucoup de tuberculose, beaucoup d'hépatites et un VIH qui est concentré sur les populations clés. On a pourtant une couverture sociale qui est très différente. En Thaïlande, la couverture sociale est relativement bonne, en dehors des migrants illégaux. Au Cambodge, elle est très, très insuffisante. Et au Vietnam, on va dire qu'elle est moyenne. Et au Laos, très insuffisante. Donc, on a des problématiques qui sont relativement différentes et qui vont en fait impacter l'accès aux soins et également les capacités de recherche. On a un effet paradoxal. Donc, il faut savoir que le Cambodge et le Laos sont des low-income countries et la Thaïlande et le Vietnam sont beaucoup plus élevés. Et on a l'effet paradoxal de qu'est-ce qui va se passer quand on sort en fait quand on va vers du middle income country. La question, c'est le risque de perdre des financements. La question de la réduction, par exemple, du Fonds mondial, c'est une question qui est centrale, en fait, puisqu'au Cambodge, seulement 17% de toute la prise en charge VIH est prise par le gouvernement. On a besoin de guider, en fait, la sustainability de ces pays-là, et c'est aussi des objets de recherche. Et ça doit l'être. Quand on parle des long-acting, finalement, c'est quoi le coût? Comment il va être impacté? C'est des problématiques qui sont extrêmement importantes aussi et qui devraient être investiguées en tout cas. Alors, une autre spécificité des pays en voie de développement, c'est la question des silos. On a des organisations par silos du fait des bailleurs avec des silos VIH, palu, tuberculose qui fonctionnent bien, mais on est dans une transition épidémiologique et la question c'est justement d'intégrer les non-communicable diseases et ça demande d'avoir des approches intégrées. Et toute la question c'est
basculer sur de l'horizontalité, des approches intégrées, ce que ne facilite pas forcément les bailleurs. Ça demande de changer les systèmes, de créer en fait des collaborations entre les acteurs pour éviter justement les questions de duplication, d'intégrer les agents. Par exemple, au Cambodge, on est en cours d'élimination du paludisme à Plasmodium falciparum. On a formé énormément d'agents communautaires en santé. Comment on garde ces agents de santé communautaires pour les intégrer sur le dépistage hépatite, VIH, HTA, diabète? Donc, c'est toutes ces questions-là qui nécessitent aussi d'être intégrées dans les approches cliniques. Donc, toujours sur les questions des challenges structurels et systémiques, un système de santé qui est fragmenté, avec un accès aux soins qui est parfois difficile, en tout cas très coûteux pour les personnes, un manque de médecins. Au niveau des infrastructures, il y a un manque de laboratoires. Alors après la crise Covid, il y a quand même, on sent en fait une augmentation en fait d'aide en capacité des laboratoires de biologie. La question de l'accès aux médicaments, on va en reparler. La question des data. Quel est le système de monitoring? Comment on fait de la surveillance? Comment on l'intègre en fait à l'échelle nationale? Et la question de l'accessibilité. En fait, au Cambodge, on en a parlé ce matin, la question de l'accès à la charge virale est extrêmement inégalitaire sur le territoire. Donc, c'est une chose de faire la recherche clinique à Phnom Penh ou à Bangkok, c'est une autre chose de le faire dans le Rattanakinari ou à la frontière avec la Thaïlande également. Il faut savoir qu'il faut intégrer des challenges logistiques. La question des supply chains, donc on en a parlé avec l'équipe du Patent Pool, là, qui était un enjeu très très important pour les pays en voie de développement. Comment en fait on assure en fait la pérennité de ces chaînes, d'éviter en fait les stock-out pour les patients, qui entraînent en fait des résistances. Comment on fait de la maintenance? En fait, comment on a des approches en fait de diagnostic en utilisant si possible les mêmes machines pour avoir une maintenance qui est effective. Donc là, je vous ai mis le célèbre GeneXpert, mais c'est vraiment des problématiques qui sont très importantes au quotidien et qui doivent être prises en compte. La question des médicaments disponibles. Donc ça c'est central. Il y a eu qui demande en fait un investissement, on va dire national, international, sur comment on donne accès à ces traitements, comment on peut aussi les valider sur le terrain. La question des stock-out, qui est une problématique qui est présente, par exemple, en ce moment avec la RIFAN en France, mais qui est présente aussi au Cambodge, avec une prévalence de tuberculose qui est très élevée. Donc ça va avoir en fait un impact sur la recherche. Ça nous a impacté, par exemple, dans les Sédatura. Et ça nécessite de valider un petit peu des stratégies qui soient faisables et qui surtout soient en capacité en fait d'être développées dans le futur et de développer une forme de plaidoyer commun pour améliorer un petit peu la question de l'accès au traitement et à la recherche. Alors, la question du leapfrogging, elle est intéressante parce qu'en fait, c'est aussi des zones où on peut sauter des étapes. Alors, là, je parle un petit peu de l'essai CAMC. C'est un essai en fait qui vise à évaluer une stratégie de dépistage par des médiateurs communautaires versus en fait un dépistage en fait en centre de soins. Et c'est vraiment des essais qui peuvent éclairer aussi des stratégies européennes. On a parlé par exemple de l'essai ICON tout à l'heure. Et typiquement, en fait, CAMC, c'est des essais de stratégie qui peuvent permettre de faire gagner des étapes, de travailler les questions de démédicalisation, de médiation en santé communautaire. C'est une chose d'avoir un traitement, c'est une autre chose de valider la stratégie de screening qui est le problème pour l'hépatite. Et qui doit intégrer en fait des nouveaux outils qui intègrent les populations, qui développent des allées vers et qui en évaluent l'acceptabilité. Le Cambodge et l'Asie, c'est un terrain d'innovation. L'idée, c'est de dire là, un middle country, des challenges, mais aussi des innovations, avec notamment en termes d'approche de prévention. Il faut savoir que par exemple le Fonds mondial a développé les country dialogues, il y a une intégration en fait des communautés.
Là, je vous ai cité quelques exemples, mais par exemple, au Cambodge, il y a des essais avec des délivrances communautaires d'antirétroviraux. Il y a de la délivrance d'organisations communautaires de PrEP. Ça a été intégré déjà dans les guidelines. Donc ça, c'est pas du tout le cas en France, par exemple. Donc c'est vraiment intéressant quand même de le noter. Icon 2 est issu aussi de Drive et de CIFRI, hein, qui ont eu lieu au Vietnam et en Thaïlande, qui sont des essais en fait de micro-élimination de l'hépatite C chez les usagers de drogue. Donc tout ça pour dire que les choses ne sont pas tout à fait comme on les attend et que le Sud peut éclairer le Nord sur un certain nombre de stratégies en recherche clinique. Alors évidemment, il y a quand même des contraintes réglementaires qui sont spécifiques, qui sont variables selon les régions, les pays, avec des obstacles bureaucratiques qui nécessitent une bonne connaissance en fait et une bonne intégration, un bon travail avec les acteurs locaux, qui entraînent des délais, des complications administratives. C'est vraiment le cas au Vietnam en ce moment. Alors on espère que ça va être momentané, mais c'est très problématique et le site d'inclusion par exemple de Datura a dû être stoppé pour ces raisons-là. La question éthique, alors là j'ai mis une photo de l'ancien Premier ministre cambodgien, mais la question au Cambodge des phases 2 et 3, c'est vraiment un enjeu. Il y a eu un historique en fait avec des vaccins et des essais sur la PrEP qui ne se sont pas très bien passés. Et c'est éclairant, c'est aussi comment on fait de la pédagogie, comment on structure aussi la réponse en fait éthique et les considérations dans la recherche biomédicale dans les pays du Sud, comment on la travaille aussi avec les acteurs locaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important en fait si on veut développer la recherche clinique au Sud. Alors, Louise en a parlé, la question des ressources humaines, c'est le gros problème. C'est là où il faut mettre le plus d'énergie. C'est comment on a en fait un manque de personnel qualifié, un manque de programmes de formation. Il faut maintenir les chercheurs, donc les chercheurs comme Ferravine, il faut absolument les maintenir dans le système public de soins. Il faut éviter qu'ils partent dans le privé, puisque en fait les salaires vont être bien plus élevés. Donc comment on met en place ça? Alors je vous ai mis un exemple au Cambodge, mais il y a un master en fait en codiplômant entre Paris-Saclay, Pasteur, pour former en fait des étudiants de bon niveau. Et ensuite il faut étudiant par étudiant les accompagner. C'est la question du mentorat, c'est la question d'aller les chercher, de les accompagner. Parce que cette structuration-là n'existe pas. Il faut rendre la recherche attractive et là, la question du programme Jeunes Chercheurs, donc là, je fais un clin d'œil à Laura Amélie, est particulièrement important. Alors, l'Asie, c'est aussi mis comme priorité centrale en Thaïlande et au Cambodge, c'est particulièrement important, la question du développement technologique. C'est aussi une opportunité à prendre en compte sur la recherche clinique. C'est donc voilà, une priorité nationale. Il y a peut-être des nouveaux partenaires à intégrer. Donc au Cambodge, il y a la Cambodian Academy of Digital Technology qui produit des chercheurs en deep learning. Et la question aussi, c'est peut-être de bouger, de développer de la recherche, de nouvelles plateformes de recherche qui incluent ces nouveaux acteurs. Et inclut en fait ces nouvelles technologies. Donc là, nous, on a monté des projets sur IA et AMR, mais on pourrait très bien monter des projets sur prévention IST chez les jeunes HSH, en incluant en fait de l'intelligence artificielle. La question du partenariat, alors, les success stories, c'est que ça marche. En fait, le Cambodge est un site international. Donc il y a plusieurs essais, Datura, Eldorado, Hippocampe, là je regarde Olivier Ségéral bientôt, pour des essais internationaux. On essaye de plus en plus parce que les projets sont de plus en plus coûteux et que la question au Sud, c'est de développer des projets qui soient structurants. Alors pourquoi c'est important d'avoir des projets structurants et pas juste des one-shots? C'est parce que ça permet de garder les équipes, ça permet de les former, ça permet de prendre des étudiants.
Et là, donc, on est très heureux d'avoir eu un financement PRFI pour le projet démêlé sur les encéphalites de l'enfant, encéphalite japonaise, qui est un cofinancement, en fait, FEF, c'est Financement Équipe France du ministère des Affaires étrangères et ANRS. Mais c'est peut-être aller vers plus de cofinancement, plus de projets structurants pour permettre de répondre un petit peu à tous ces besoins. Et la question, Louise en a parlé aussi, la collaboration Sud-Sud, qui est vraiment très importante parce qu'il y a des priorités qui sont partagées, parce que ça permet aussi une optimisation des moyens à l'échelle régionale. Et là, on est aussi très content d'avoir le projet Sea-Road, qui est sur le dernier PRFI, qui a été financé, qui est un projet aussi sur Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Laos, qui va être l'idée côté Cambodge sur la dengue. Et qui effectivement, c'est des choses qui semblent en fait à développer. Donc ça veut dire peut-être bouger un petit peu, sortir un peu juste du projet en lui-même, se poser la question de comment voilà, on peut l'intégrer à l'échelle de l'ASEAN, en tout cas pour ce qui est de l'Asie. Alors tout ça, pour faire du partnership, ça veut dire solliciter les acteurs en avance, pas juste une semaine avant l'appel à projet, pour qu'on puisse co-construire et pas juste être CRO. Hein, ça, c'est vraiment très, très, très important. Et là, je fais le porte-voix du professeur Vontanac et de Ferravine. De développer voilà, les projets Sud-Sud, ça, j'en ai parlé. Alors, les perspectives, bah, c'est la question des stratégies pérennes, sustainable. Donc, en premier, supporter les personnes, les chercheurs, les jeunes chercheurs issus des Suds, développer aussi des supports professionnels, structurels sur la qualité, les procédures, la méthodologie, l'administration. Il ne suffit pas d'avoir des PhD, il faut aussi en fait une structure, un écosystème favorable à la recherche. Donc ça veut dire du data management, ça veut dire voilà Et puis maintenant, les étapes aussi, c'est de développer la question de la promotion, comment on accompagne aussi les pays du Sud dans la promotion de leur recherche. Éthique, on en a parlé, c'est particulièrement important. Et les enjeux de pharmacovigilance qui sont aussi également à développer, en tout cas pour ce qui est du Cambodge. Donc en conclusion, moi je voulais vous proposer d'investir sur les gens, d'avoir des approches intégrées. Et d'essayer de penser à la pérennité des financements et de penser en fait la particularité des financements au Sud. En tout cas, en gardant un côté positif, c'est qu'il y a des contraintes qui sont spécifiques, mais c'est aussi des terrains de grande innovation qui peuvent, je pense, vraiment éclairer le Nord également. Voilà, je vous remercie. En bas, vous avez l'équipe de Pasteur et l'Université des sciences et de la santé au Cambodge.